Mais bonjour à tout le monde, merci d'être là. Alors, on est ensemble pour parler de deep learning en Python. Et bon, pour une personne comme moi qui a besoin d'avoir des schémas, des cadres, une liste, grand 1, petit a, petit b, rentrer dans cet univers, ça peut être un petit peu déroutant parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est assez dense, oserais-je dire fouillis. Mais justement, on va essayer de naviguer là-dedans ensemble. Et l'objectif, c'est que vous repartiez avec quelques clés en fait concernant le choix d'un framework. Donc, on va d'abord commencer par évoquer rapidement les notions mathématiques qu'il y a derrière l'apprentissage automatique. Puis, on discutera framework et librairie. Et surtout, on terminera par un tour d'horizon des questions à se poser avant de choisir, en fait. Alors déjà, 2-3 mots d'introduction. Donc moi, je suis Justine Belle-l'Étoile, je suis Head of Data Science chez HelloWork. HelloWork, c'est le premier acteur numérique français de l'emploi, de la formation et du recrutement. En gros, notre objectif, c'est d'accompagner les actifs tout au long de leur vie pro avec des sites emploi, des sites de formation et aussi de proposer des solutions RH aux recruteurs. Donc nous, côté Data Science, on va bosser principalement pour les produits des 3 premiers piliers du graphique. Et c'est pour ces produits-là qu'on est amené à faire du deep learning, notamment parce qu'on fait beaucoup de traitement automatique du langage, du NLP. Donc avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet, si vous voulez bien, on va s'arrêter un petit peu sur les concepts mathématiques qu'il y a à la base de l'apprentissage automatique via les réseaux de neurones, pour en fait, comprendre de quoi on va avoir besoin au moment de coder tout ça en Python. Donc, pour entraîner un réseau, un modèle de deep learning, ça consiste à venir ajuster les poids de notre réseau de neurones pour que les prédictions que va sortir ce réseau de neurones se rapprochent le plus possible de la valeur idéale qu'on attend. Et pour savoir comment on vient ajuster les θ, donc les poids de notre réseau, on s'appuie sur ce qu'on appelle la descente de gradient. Donc ça, c'est un algorithme d'optimisation qui permet de trouver les inputs d'une fonction qui vont venir minimiser la valeur de cette fonction. Donc ça, ce n'est pas du tout propre au deep learning, c'est juste un algo d'optim en général. Mais dans notre contexte, la fonction qu'on va chercher à minimiser, ce sera la fonction de coût sur notre jeu d'entraînement, donc le loss. Et les inputs, ce seront justement les paramètres du modèle qu'on est en train d'entraîner. Alors quand je dis descente de gradient, en fait, j'englobe toute une variété de méthodes autour de la descente de gradient. Donc il y a plein de choses qui existent, du stochastic gradient descent, Adam, etc. Et j'en passe. Mais toutes ces méthodes, en fait, ce qu'elles ont en commun, c'est la manière de calculer, en fait, qui consiste à faire varier de manière itérative, c'est ce que dit le petit truc au milieu, qui consiste à faire varier de manière itérative les poids, enfin les inputs de la fonction qu'on est en train d'optimiser, en leur soustrayant une portion du gradient de la fonction. Du coup, pour faire ça, forcément, on a besoin de calculer le gradient du loss, et par rapport à tous les paramètres qu'on cherche à optimiser. Donc ça veut dire calculer des dérivées partielles pour tous les nœuds de notre réseau. Et bien sûr, on veut le faire de manière précise et efficace pour que ça nous serve à quelque chose. Donc c'est là qu'intervient la méthode de rétropropagation, ou backpropagation en anglais. Et c'est vraiment le fait, en fait, de combiner une méthode de calcul, la rétropropagation, et un algorithme d'optimisation, la descente de gradient, qui va nous permettre d'entraîner n'importe quel réseau sur un dataset. Et ça, en fait, c'est un cas particulier de ce qu'on appelle la dérivation automatique. Donc ça, c'est un mot que vous allez vouloir retenir. Vous la trouverez dans la littérature et sur Internet sous tout un tas de noms différents. Donc en fait, ce sera plusieurs noms que vous allez vouloir retenir. Mais selon Wikipédia, ça va être un ensemble de techniques d'évaluation de la dérivée d'une fonction par un programme informatique. Ce qui est chouette, c'est qu'avec l'autodérivation, on est capable de calculer des dérivées d'ordre arbitraire avec autant de précision que l'on souhaite, et ça pour n'importe quelle fonction dérivable. Comment est-ce qu'on fait ça? On s'appuie sur le théorème de dérivation des fonctions composées. Donc en gros, on va décomposer la dérivée de notre grosse fonction, donc notre fonction de coût, en un enchaînement d'opérations arithmétiques élémentaires. Pour faire ça, vous avez 2 modes possibles, ce qu'on appelle l'accumulation directe ou l'accumulation inverse, sachant que généralement, en rétropropagation, on est plutôt sur l'accumulation inverse. Et en fait, vous voyez à droite, j'ai mis un petit exemple sur une fonction simple
qu'on est en train de dériver, et qui est sous forme de graphe. Et vraiment, le fait de mettre ça sous forme de graphe, ça permet de bien faire ressortir l'idée que l'objectif qu'on a, c'est d'aboutir à une procédure de calcul et pas une méthode, pas une formule. On veut justement avoir des étapes de calcul. En somme, ce qu'on cherche au moment de coder notre projet de deep learning, ça va être un framework qui va s'appuyer sur ce concept de graphe computationnel, pour représenter l'algo de deep learning qu'on est en train de coder, notre réseau de neurones, qui va nous permettre de faire de la dérivation automatique, mais aussi un framework qui va nous permettre d'optimiser le graphe en lui-même. On verra, ça c'est assez chouette. Et puis bien sûr, tout en étant astucieux sur la manière d'exécuter tout ça. Donc ça veut dire de compiler, de tirer profit du hardware qu'on a à disposition, de vectoriser les calculs, les paralléliser, etc. Alors, quand on travaille en Python, quels sont les frameworks les plus courants vers lesquels on peut se tourner? Un des plus connus, c'est PyTorch. Donc lui, il a été créé par le FAIR, donc le labo d'intelligence artificielle de Facebook, de Meta. Il a été lancé fin 2016 et à noter, fin d'année dernière, 2022, il est passé sous la Linux Foundation. Au niveau technique, lui, il va s'appuyer sur Torch, mais il a une API qui est vraiment très pythonique, donc vous ne serez pas perdu. Et grosso modo, ça vous permet de définir des tenseurs qui ressemblent à l'NumPy Array, mais du coup de faire avec des calculs, notamment sur GPU, tout un tas de GPU différents. À noter qu'à l'époque, chez Facebook, ils avaient 2 frameworks pour faire du deep learning, donc PyTorch et Caffe2. Et puis à un moment, ils se sont dit, en fait, on a besoin d'avoir un format de représentation des modèles qu'on entraîne pour justement pouvoir passer de l'un à l'autre. Et donc en 2017, ils ont lancé le projet ONNX. Donc, je ne sais pas si ça, c'est un format qui vous parle, mais aujourd'hui, c'est un format qui est justement utilisé par pas mal de frameworks et forcément qui est supporté par PyTorch. Sinon, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il est très populaire dans le domaine de la recherche, notamment parce qu'il permet de faire des prototypes assez rapidement. Et il s'appuie sur un graphe dynamique. Donc, en gros, le graphe il va être défini de manière implicite au moment de la pass-forward. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode eager. Et ça, c'est pas mal parce que c'est plus flexible qu'un graphe statique. On verra après ce que c'est qu'un graphe statique. Notamment parce que ça va nous permettre de faire du debug ligne à ligne. Et on aime bien. Le deuxième très connu, et c'est probablement le plus connu, c'est TensorFlow. Donc lui, il vient de chez Google Brain. Il est sorti en 2015 et surtout fin 2019, ils ont sorti la version 2 de TensorFlow qui a apporté quand même de gros changements, notamment. Avant ça, on était sur un graphe statique, justement. Donc un graphe, en gros, il y avait une phase de définition du graphe et ensuite une phase de run. Donc ça, c'est très bien pour faire de l'optimisation sur votre graphe. Par contre, on bloque complètement la flexibilité et par exemple, on ne peut pas avoir ce debug ligne à ligne comme on avait en PyTorch. Et donc, dans la version 2, ils ont introduit ce mode eager qui nous permet de profiter aussi des plaisirs des graphes dynamiques. Côté technique, il va s'appuyer sur un compilateur qui s'appelle XLA, qui permet de faire des calculs sur GPU, mais aussi sur TPU. Et de l'autre côté du spectre, je dirais, il y a aussi de très intégré à TensorFlow l'API Keras, qui est une API plus haut niveau. Autour de TensorFlow, vous avez un écosystème qui est assez fourni avec pas mal d'outils, comme par exemple TensorFlow Lite pour faire du développement sur mobile, TFX pour tout ce qui va être déploiement de pipeline machine learning, énormément d'outils, des choses pour faire du serving, pas mal de choses. Après, il est un petit peu en perte de vitesse dans le domaine de la recherche, justement au profit de PyTorch. Mais par contre, je pense que ça reste quand même lui qui est toujours le plus utilisé dans l'industrie au sens large. Et aussi à noter, au niveau de la définition des modèles, vous avez plusieurs modes, donc du subclassing, du sequential, ce que vous avez aussi en PyTorch, mais vous avez aussi un mode functional qui est pas mal pour faire des graphes non linéaires au sens où des réseaux où vous avez plusieurs inputs et ou plusieurs outputs. Ensuite, un nouveau venu, c'est JAX, donc plus récent. Lui, il a été proposé en 2018 comme un projet de recherche de Google. En fait, ce n'est pas officiellement un produit Google. Et
en fait, c'est plus un framework pour transformer des fonctions numériques, mais du coup, vous pouvez tout à fait faire du deep learning avec, c'est très adapté. Et il se présente comme étant un mix entre une version modifiée de Autograd, donc qui a été une lib d'autodérivation, et XLA, donc le compilateur derrière TensorFlow aussi. Et en gros, il est souvent présenté comme étant très similaire à NumPy, mais ultra optimisé pour faire des calculs sur un CPU, bien sûr, mais aussi sur GPU, TPU. Donc, vraiment puissant pour venir accélérer des modèles un petit peu costauds. Donc, il y a beaucoup d'équipes de recherche chez Google qui sont passées sur JAX, notamment côté DeepMind. Donc, voilà, c'est un framework qui monte, mais qui reste quand même assez jeune par rapport aux autres. Et en plus, le corps du framework, je dirais, est un petit peu plus brut que les autres. Donc, si vous l'utilisez tout seul, au sens de sans surcouche, sans librairie par-dessus, ça peut être voilà, un petit peu plus brut de décoffrage qu'un PyTorch ou qu'un TensorFlow. Et aussi, JAX ne construit pas de graphes explicites. Du coup, la logique derrière est un petit peu différente. Et enfin, je voulais quand même mentionner Mixnet, qui paradoxalement est le plus ancien, parce que c'était 2015, qui lui vient d'une collaboration de plusieurs équipes de recherche de différentes universités. Et lui, sa particularité, c'est la fonction d'hybridation. En gros, il permet de mélanger de la programmation impérative et du symbolique. Donc, on n'est plus du tout dans l'opposition graphe statique, graphe dynamique. Mixnet, il va vous permettre de passer de l'un à l'autre, en fait. Et vraiment, il est fait pour faciliter la transition entre du code de recherche et ensuite de la production, grâce donc à cette fonctionnalité, mais aussi, par exemple, au fait qu'il supporte 8 langages, ce qui est quand même pas mal par rapport aux autres. Et du coup, typiquement, ça va vous permettre d'entraîner votre modèle dans un certain langage, au hasard Python, parce que vous êtes data scientist, et ensuite de l'exporter dans un autre langage qui sera peut-être plus adapté à vos contraintes, besoins ou envies de production. Voilà. Donc c'est effectivement le plus ancien, mais paradoxalement, il reste quand même beaucoup moins populaire que PyTorch ou TensorFlow, par exemple. Bon, pour illustrer tout ça, je vous propose qu'on parte d'un petit exemple sur un réseau très très simple, et puis justement de regarder quelques points d'implémentation avec PyTorch et TensorFlow. Donc, le cas que j'ai pris, c'est de la classification multiclasse sur du texte. J'ai pris le dataset d'Amazon des Musical Instrument Reviews. Donc, en gros, vous avez les avis que des utilisateurs ont laissés sur des produits, la note qu'ils ont attribuée entre 0 et 5, et le jeu, ça va être de deviner la note. Donc, bien sûr, au début, déjà, il faut qu'on convertisse ce dataset en un input qui va être compréhensible par notre réseau, parce qu'on ne peut pas lui balancer les mots comme ça. Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des séquences d'indices dans un vocabulaire. Et puis ensuite, quelque chose d'ultra simple, une couche d'embedding, une couche cachée activation relue, un petit peu de dropout, et derrière une couche de classification, activation softmax, et bam, je prédis une de mes 6 classes. Donc, ce n'est pas l'état de l'art en termes de classification de texte, on fait des choses beaucoup mieux que ça aujourd'hui, mais le but, c'était juste de discuter de quelques premiers éléments de comparaison entre les frameworks. Donc, par exemple, la philosophie de gestion des datasets n'est pas la même entre PyTorch et TensorFlow. Côté PyTorch, vous avez 2 classes qui vont vous intéresser, la classe dataset et la classe dataloader, que vous allez généralement étendre pour définir quelque chose qui va être bien adapté à votre propre dataset. Côté TensorFlow, vous avez une classe unique, dataset, et qui va, elle, gérer tout, quoi, le shuffle, le fait d'envoyer la donnée par batch, etc. Ensuite, si on regarde l'implémentation des modèles en eux-mêmes, là, on est quand même un petit peu plus similaire. Vous voyez, donc là, je suis partie sur du mode subclassing. Et dans les 2 cas, j'ai un init où je définis un peu la structure de mon réseau. Et ensuite, j'ai une fonction qui me permet de définir la pass forward. Mais il y a quand même quelques diffs, c'est ce que j'ai mis en jaune, les diffs, si vous vous demandez pourquoi il est jaune. Typiquement, côté PyTorch, quand vous utilisez une couche linéaire, une couche dense, il faut préciser la dimension d'input, la dimension d'output. En TensorFlow, vous n'avez pas besoin de préciser l'input shape. TensorFlow, il va l'inférer de lui-même.
Autre différence, généralement, en PyTorch, on met la fonction d'activation dans le forward comme un wrapper autour de notre couche linéaire. Vous voyez que côté TensorFlow, on va plutôt passer à l'instanciation en fait, de notre couche. On peut lui passer en argument la fonction d'activation qu'on va vouloir utiliser. Ensuite, dans les deux cas, je dois définir le setup pour le train, donc c'est-à-dire à minima quelle fonction de coût m'intéresse, et puis quel optimizer je vais vouloir utiliser. Donc en gros, quelle variante de descente de gradient je vais vouloir utiliser. Donc pour de la classification multiclass, généralement, on prend le cross-entropy loss. Donc vous voyez, en PyTorch, ce qui est sympa, c'est qu'il accepte comme paramètre de la pondération par classe. Je n'ai pas trouvé l'équivalent dans TensorFlow. Et, alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de le faire, mais en fait, il va falloir le gérer manuellement, justement, dans le calcul du loss, si on veut pondérer en fonction des poids de nos classes. Par contre, un truc qui est intéressant côté TensorFlow, c'est que je peux venir définir une métrique grâce à l'API Keras. Par exemple, une métrique d'accuracy que je vais, par exemple, avoir envie de suivre au fur et à mesure de mon entraînement. Alors justement, ensuite vient le moment où on rentre à proprement parler dans la boucle d'apprentissage. Donc c'est peut-être là qu'on a le plus de différence. Le modèle.train que vous voyez côté PyTorch, c'est pour dire au modèle, là tu es en mode apprentissage, donc tous les éléments, toutes les couches qui vont avoir un comportement un petit peu spécifique à ce moment-là, c'est le moment, il faut s'activer. Donc typiquement le dropout, c'est l'entraînement, donc vas-y. Après, sinon, vous retrouvez un peu les étapes classiques de j'applique mon modèle, je calcule mon loss, et ensuite je m'en sers grâce à l'optimizer pour venir mettre à jour les poids de mon modèle. Et côté TensorFlow, ce que vous voyez, le gradient tape, c'est justement ça qui a été introduit dans TensorFlow 2 pour enregistrer tout ce qu'il faut pour l'autodérivation, pour le calcul des gradients, etc. Et avoir ce mode Eager qui va nous permettre en fait, d'écrire ce genre de training loop à la main et même de le débugger, etc. Si on continue sur la boucle d'entraînement, à la fin de chaque époque, je peux avoir envie de calculer justement l'accuracy sur un jeu de validation, par exemple. Bon, en PyTorch, il y a quand même un petit peu de boulot, parce que déjà, il faut que je lui dise, là, on est en mode évaluation, on est en mode évaluation. Donc le dropout, t'oublies, c'est pas le moment. Et puis ensuite, il faut dérouler à la main l'application du modèle sur le jeu de validation, comparaison avec ce qu'on attend, calcul de l'accuracy, etc. Côté TensorFlow, j'avais défini ma métrique et je dis vas-y, applique la métrique sur mon jeu de validation, je t'en prie, débrouille-toi, et puis il y va. Et autre différence entre les deux frameworks, justement, Keras, il va posséder des API .compile, .fit, .evaluate qui se proposent de gérer pas mal de choses pour vous. Donc il n'y a pas forcément systématiquement besoin d'écrire un training loop à la main. Et la différence avec PyTorch est surtout visible si là je ne suis plus en mode subclassing, je définis mon réseau en mode sequential. Donc déjà la définition est un petit peu plus compacte, ce qui serait vrai aussi en PyTorch. Et ensuite j'appelle model.compile, model.fit, en lui disant le loss, l'optimizer, mon jeu d'entraînement, et c'est tout, quoi. Tout ça, ça correspond à l'équivalent de ce que je vous ai montré avant. Voilà, donc ça c'était pour la partie framework, mais comme souvent en Python, on va aussi avoir tout un tas de librairies qui vont exister autour du deep learning. Donc j'ai commencer par parler des librairies que j'ai appelées généralistes, dans le sens où elles viennent se positionner en fait, à un niveau d'abstraction supplémentaire pour nous faciliter la vie quand on veut développer. En gros, ce sont des surcouches par-dessus les frameworks. Donc Keras, typiquement, c'est ça. Je ne l'ai pas mis là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très imbriqué dans TensorFlow. Mais pour TensorFlow, vous avez aussi Sonnet qui existe, qui a été faite par DeepMind, justement quand TensorFlow 2 est sorti. Côté PyTorch, vous en avez aussi plusieurs. Vous avez Lightning, FastAI, Ignite notamment. Et toutes, elles ont la même logique. En fait, vous allez organiser votre code dans des classes prédéfinies qui vont s'appeler des trainers, des learners, des engines, ça dépend de la lib.
Et ces modules, ils vont gérer pour vous tout ce qui va être justement itération, changement entre mode eval, mode train, switcher la data entre le CPU, le GPU par exemple, suivre des métriques, enregistrer des logs, etc. Côté JAX, il y en a également plusieurs. On peut mentionner Haiku, qui se présente comme un sonnet pour JAX et qui en fait est fait par une partie des équipes qui font sonnet. Mais vous avez aussi Flax, qui est fait par Google et peut-être un petit peu plus développé autour de la partie optimizer. Et puis vous avez aussi Trax de chez Google Brain, où là, en fait, c'est venu prendre la relève d'une ancienne librairie qui s'appelait Tensor to Tensor et qui est un petit peu plus dédiée à des modèles sequence to sequence, en fait. Et puis bien sûr, Mixnet a lui aussi son API haut niveau qui s'appelle Gluon, qui se présente sur... c'est pas moi qui invente, c'est sur leur site internet, comme étant vraiment très proche de PyTorch, donc qui permet une implémentation de style impératif, mais via la fonction d'hybridation de Mixnet, qui permet aussi de profiter des avantages du symbolique. Ensuite, on va avoir des librairies qui vont être un petit peu plus spécialisées sur un domaine en particulier. Donc là, je suis un petit peu biaisée, mais j'ai commencé par lister des librairies autour du NLP. Alors, TensorFlow, PyTorch ont chacun leur propre librairie autour du NLP, avec des petites particularités. Par exemple, TensorFlow a pris le parti d'intégrer tout ce qui est pré-processing de texte au graphe du réseau. Donc vous vous retrouvez vraiment avec un gros graphe, quoi. Côté PyTorch, TorchText, c'est surtout un gros hub de dataset NLP. Et puis, en fait, ça c'est un truc qu'on va retrouver dans beaucoup de librairies. Ce qui est cool, c'est que ça va être surtout des boîtes à outils qui reprennent un petit peu les archives de l'état de l'art. Et puis surtout, ça va être des hubs de modèles préentraînés. Avec, typiquement, c'est difficile de ne pas mentionner Hugging Face, qui est quand même devenu un incontournable dans le domaine ces dernières années, qui à la base était vraiment orienté NLP. Leur premier produit, c'était chatbot, donc autour du NLP. Aujourd'hui, il s'ouvre aussi à d'autres domaines. On commence à trouver des choses en vision, en audio, etc. Et voilà, le gros intérêt, c'est cet énorme hub de modèles préentraînés qui est mis à disposition. Et le côté librairie vraiment classe qu'on va pouvoir utiliser, la plus connue, plus utilisée, je ne sais pas. Là, vous allez trouver vraiment beaucoup de choses, c'est Transformers. Et Tokenizer, ça va être plus dédié vraiment au NLP. Et dans un autre style, vous avez par exemple Flair, qui là est orienté word embedding, donc avec de la définition de modèles de word embedding classique, donc du Word2Vec, du Glove, etc., mais aussi leur propre proposition de modèles de word embedding au labo de recherche qui est derrière Flair. Et puis, vous avez aussi FairSec, qui est une autre librairie du Fair, de Facebook, et qui, là aussi, est plus orienté modèle sequence to sequence, donc tout ce qui va être problème de traduction, résumé de texte, génération de texte, etc. Il y a d'autres domaines, il n'y a pas que le NLP dans la vie. Côté vision, je voulais citer Detect-on-2, une autre librairie de Facebook. C'est pas que j'ai des actions chez eux ou quoi, mais il se trouve qu'ils ont fait pas mal de libres. Côté PyTorch, vous avez une librairie qui s'appelle Team, sachant que le développeur principal de la libre, Ross Whiteman, il a rejoint récemment Hugging Face avec justement l'ambition, la mission de développer la partie vision chez Hugging Face. Donc j'imagine qu'il faut s'attendre à une intégration de plus en plus poussée entre tout l'écosystème Hugging Face et la lib Team. Et là, les deux, encore une fois, ça va être surtout des gros hubs de modèles préentraînés. Enfin voilà, on est vraiment dans cette mouvance de capitaliser sur des gros modèles qui ont été préentraînés et qu'on peut réutiliser ensuite sur des problèmes plus spécifiques, mais en tout cas pas repartir de zéro, parce qu'en fait aujourd'hui, ça coûte trop cher en termes de ressources, en termes de temps. Tout un chacun ne peut pas développer le genre de modèles qui sont disponibles via ces librairies.
Si vous faites de l'apprentissage par renforcement, vous pouvez avoir envie de jeter un œil du côté de Relax, qui est fait pour JAX. Et puis sinon, sachez qu'il existe aussi des librairies qui vont être plus de l'outillage, je dirais, donc avec des choses par exemple autour de la manipulation de datasets, avec la bien nommée dataset de Hugging Face, ou alors si vous êtes plutôt dans tout ce qui est R&D autour justement du calcul des gradients, des optimizers, etc., vous avez Optax, qui est fait pour JAX cette fois, qui permet non seulement en gros d'avoir accès à tous les optimizers classiques qu'on va retrouver dans les autres libs, mais qui va aussi permettre de construire son propre optimizer custom à partir en fait de blocs de base, quoi. Voilà, donc ça fait beaucoup de possibles. Donc j'ai pas un framework à vous recommander en particulier, ça serait trop facile. Mais par contre, ce que je vous propose, c'est que on voit ensemble un petit peu les questions qu'il est intéressant de se poser avant de démarrer un projet. Parce que vous allez voir que selon vos réponses, ça va orienter votre choix d'un côté ou de l'autre. En premier lieu, il y a tout ce qui va concerner votre environnement technique. Donc on peut faire du deep learning sur différents types de hardware. Par exemple, sur GPU, aujourd'hui, tous les frameworks qui supportent depuis déjà un moment CUDA via NVIDIA. Après, pour les autres types de puces, TensorFlow avait pris un petit peu d'avance par rapport à l'exploitation optimisée des nouvelles puces d'Apple, des M1, etc. Même si PyTorch est quand même en train de combler ça, je dirais. Enfin, voilà, ils ont aussi sorti des choses justement récemment pour eux aussi permettre d'exploiter tout ça. Après, côté TPU, forcément, c'est quelque chose qui a été créé par Google et pour Google, donc ça fonctionne très bien avec TensorFlow puisque c'est fait pour. Mais pour autant, si vous faites du PyTorch ou du JAX, justement via le compilateur XLE, vous pouvez quand même profiter des joies des TPU si vous avez accès à un TPU. Après, c'est important de se demander aussi, est-ce que vous comptez déployer vos modèles sur un serveur? Si oui, sachez que les outils de TensorFlow autour de ça, donc TensorFlow Serving, TFX, sont aujourd'hui un petit peu plus aboutis, faciles à utiliser, je ne sais pas trop comment qualifier ça, que TorchServe, l'équivalent côté PyTorch. Et pareil, si vous développez des choses pour faire tourner sur du mobile, TensorFlow Lite est un peu plus mature que PyTorch Live. J'ai l'impression que PyTorch n'a pas forcément mis l'accent sur la même chose au moment de développer le framework et surtout l'écosystème qu'il y a autour, là où TensorFlow est vraiment parti sur toute une galaxie d'outils autour du deep learning. Et puis, une autre question importante, je trouve, c'est de se demander, est-ce que c'est pour un projet court terme, un truc que je fais là, ou pour avoir quelque chose que je vais vouloir déployer en production, maintenir en production, et voilà, un peu pérenniser dans le temps. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution assez rapide, voire très rapide, justement, des frameworks, des librairies. Donc, vous pouvez avoir des choses qui, à un moment, vont être super trendy, et puis, en fait, ça ne va pas être tant adopté que ça va finir par faire un petit peu flop. À l'inverse, vous avez d'autres choses qui vont être beaucoup plus stables, établies, mais qui, du coup, mettront peut-être un peu plus de temps à intégrer l'état de l'art, par exemple. Donc, à vous de voir quel est le compromis que vous cherchez entre quelque chose qui est vraiment à la pointe et quelque chose qui va peut-être durer un petit peu plus dans le temps. Et ensuite, pour moi, c'est important de se demander quel est l'objectif du projet. Déjà, est-ce que c'est votre première expérience en deep learning? Si oui, alors là, c'est un avis très, très perso, mais je trouve que PyTorch a un petit peu moins d'abstraction, là où TensorFlow va vous offrir plus de facilité. Typiquement, le coup de en PyTorch, je dois préciser dimension in, dimension out. TensorFlow, même si je ne connais pas ma dimension in ou je ne lui donne pas, il la trouve tout seul. En fait, moi, je trouve que la première manière de faire, côté PyTorch, c'est plus contraignant, c'est sûr, mais c'est aussi très, très instructif, parce que ça vous oblige, en fait, à bien comprendre ce que vous êtes en train de faire, à bien maîtriser votre réseau et à bien maîtriser la donnée qui le traverse. Ensuite, une autre question importante, ça va être, est-ce que c'est pour utiliser des modèles préentraînés? Si c'est le cas, comme on l'a vu,
le hub de modèles préentraînés de GameFace est vraiment très fourni. Après, c'est beaucoup sur PyTorch. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient hier à la présentation justement sur les modèles de langage, où justement, on a pu voir en direct qu'il y a genre un facteur plus que 10 entre la quantité de modèles PyTorch et la quantité de modèles en TensorFlow. Après, chaque framework a aussi son propre hub, où là, pour le coup, le hub de PyTorch, en tout cas au moment où j'ai fait la présentation, je ne sais pas si ça a changé depuis, était en version bêta, pas forcément voilà, hyper développé. TensorFlow a un hub qui est quand même assez développé, et il a aussi, sachez, un truc qui s'appelle Model Garden, et qui en gros propose le code source de plein de choses de l'état de l'art, voilà, des archis un peu classiques. Et puis, bien sûr, va y avoir aussi le domaine d'application. Comme on l'a vu, selon que vous faites de l'audio, de la vision, vous n'allez pas vous tourner vers les mêmes librairies. Et puis, il y a ce que vous allez coder aussi qui va être important, forcément. En gros, quel va être votre style d'implémentation? Comment est-ce que vous aimez faire les choses? Par exemple, si vous savez que vous allez utiliser un réseau préentraîné, un modèle connu, je pense que c'est pas mal de se renseigner sur comment ce truc-là a été proposé. Est-ce qu'il a été à la base fait pour un framework, enfin dans un framework en particulier. Typiquement, BERT, ça a été fait par Google, donc en TensorFlow à la base. Camembert, qui est l'équivalent, enfin un équivalent en tout cas en français, lui, il a été fait par Facebook et l'INRIA, et du coup en PyTorch. Donc aujourd'hui, bien sûr, là, ce sont des modèles vraiment très classique et très populaire. Donc en fait, vous allez trouver des ponts et vous allez pouvoir utiliser du Camembert en TensorFlow et du BERT en PyTorch. Mais voilà, selon les modèles, peut-être que vous allez trouver un petit peu plus de ressources dans le framework originel. Après, vient aussi la question de est-ce que c'est pour un travail de recherche? Si oui, comme on l'a vu, PyTorch est très populaire dans le domaine de la recherche. Donc ça peut être pas mal de partir vous aussi sur ce framework-là, tout simplement pour pouvoir communiquer un petit peu plus facilement avec vos pairs, pour pouvoir reprendre du code qui a été publié avec les papiers de recherche, parce qu'il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit du code en PyTorch, etc. Sauf si, bien sûr, vous voyez que vous êtes sur un domaine qui est en train de partir vers un autre framework ou vers une certaine librairie en particulier. Là aussi, pour des raisons de facilité d'échange et de communication, ça peut être pas mal de au moins s'y intéresser, pas forcément faire que ça, mais voilà, au moins s'y intéresser pour pouvoir discuter facilement, reprendre facilement les choses publiées dans la littérature. Après, il y a aussi la question de est-ce qu'il faut utiliser une surcouche ou pas? Alors, je pense qu'il ne faut rien du tout. Là, c'est vraiment hyper subjectif, en fait, comme question. Là encore, je trouve que c'est très formateur de faire sans, parce que forcément, si vous n'avez pas de surcouche, vous êtes vraiment au plus près du framework. Vous allez devoir faire beaucoup de choses à la main, mais voilà, ça va vous apprendre plein de choses. Mais après, là encore, à voir, parce que si tous les tutos que vous comptez suivre, ou toute la communauté parle d'une certaine librairie en particulier, ça peut valoir le coup de vous aussi vous y intéresser. Ce sera peut-être plus facile comme de mettre le pied à l'étrier à ce truc, quitte à après changer, l'enlever si ça présente un intérêt, pas forcément. Et puis un petit peu, enfin c'est pas tout à fait dans le même style, mais il y a aussi la question de est-ce que vous allez avoir besoin d'une architecture de réseau un petit peu custom ou pas spécialement? Parce que si vous partez sur des choses un petit peu custom, là aussi, c'est juste un avis, je trouve que l'approche subclassing et le fait d'écrire votre boucle d'entraînement à la main, c'est particulièrement adapté parce que forcément, vous allez bien dérouler toutes les étapes et pouvoir venir tweaker tout ce que vous voulez tweaker, peut-être plus facilement que si vous utilisez des fonctionnalités ou des surcouches qui proposent de gérer pour vous un trainer, etc. Même si quand même aujourd'hui, toutes ces classes-là ont énormément d'arguments que vous pouvez justement venir paramétrer pour coller au plus près à ce que chacun a envie de faire. Et puis oui, encore une fois, c'est important de viser ce qui va vous faciliter la vie. Typiquement,
En TensorFlow, quand vous instanciez une couche dense, vous pouvez passer comme paramètre un kernel regularizer, donc en gros, venir appliquer de la régularisation sur cette couche-là en particulier. En PyTorch, pardon, il n'y a pas d'équivalent, donc là aussi, vous pouvez le faire, parce que quand vous allez écrire votre calcul du loss, rien ne vous empêche de rajouter cette régularisation. Mais si vous savez que c'est quelque chose que vous avez envie d'utiliser souvent, vous allez faire beaucoup d'expérimentations avec ça, vous allez mettre de la régularisation particulière sur toutes vos couches, etc., ce sera peut-être plus facile de passer en TensorFlow et de profiter de cette option pour configurer facilement votre truc, quoi. Et puis, il y a aussi des choses autour de comment est-ce que vous souhaitez monitorer l'entraînement. Donc voilà, sachez qu'il y a des choses comme des callbacks qui existent, des outils autour de ça. TensorBoard, ça a été créé, pareil, à la base pour TensorFlow, mais en fait, ça fonctionne très bien avec d'autres frameworks. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup avec PyTorch. Ou d'autres outils, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent MLflow ici. J'avoue que je connais un peu moins, mais pour ce que j'ai pu regarder, par exemple, pour profiter de l'autologue en PyTorch, en fait, dans la doc, vous trouvez des choses seulement si vous utilisez un module Lightning, donc ça veut dire peut-être justement utiliser cette surcouche par-dessus PyTorch pour pouvoir coupler ça facilement avec MLflow. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu selon les différents outils que vous comptez utiliser autour de ça. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas m'empêcher de terminer, venant d'Hello Work, par parler un petit peu de votre employabilité en termes de quels sont les technos en fait, demandés par les recruteurs. Donc là, j'ai juste joué à prendre un échantillon d'offres sur nos sites, hellowork.com, jobijoba.com, et puis à compter tout bêtement la mention des 4 frameworks. Donc, bon, je peux expliquer, mais je pense que ça parle de soi-même. Grosse majorité de TensorFlow, PyTorch qui n'est pas très loin derrière, sachant que généralement, une offre qui demande PyTorch demande aussi TensorFlow. Il y a quand même un overlap très fort. Et par contre, Mixnet ou JAX, là, on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il est plus rentable d'apprendre en vue d'être embauché par quelqu'un, à moins que votre plan de carrière soit de bosser chez DeepMind, ce qui est peut-être le cas, auquel cas je suggérerais JAX. Sinon, à mon avis, TensorFlow et PyTorch sont quand même encore plutôt des valeurs sûres. Et écoutez, merci beaucoup. J'arrive au bout. J'espère que je ne vous ai pas trop noyé. Et il nous reste quelques minutes, donc si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Bon, je répéterai. Est-ce que, du coup, chez Hello Work, c'est une pratique que vous faites beaucoup, c'est-à-dire entraîner dans un langage et l'inférer dans l'autre? Et si oui, quelles ont été vos observations justement sur la qualité, sur la prédiction? Est-ce qu'elle était la même entre ce qu'on observe en train et ce qu'on a en inférence? Okay. C'est une longue question. Non, mais je vais essayer de la répéter. En gros, la question, c'est donc Mixnet propose d'entraîner dans un langage, d'inférer dans un autre, mais il y a des recommandations comme quoi c'est peut-être pas optimal de faire ça au niveau plutôt peut-être performance ou précision. Et donc, est-ce que nous, chez Hello Work, on fait ça? Et si oui, est-ce qu'on a été confronté à ce genre de problème? Alors, la réponse va être un petit peu courte, parce qu'en fait, non, chez Hello Work, on ne fait pas ça. J'avoue, on entraîne en Python, on infère en Python, donc on ne s'est pas confronté à ce genre de problème. Oui. Donc la question, c'est pour les réseaux de neurones un peu particuliers, type récurrent ou autre, est-ce qu'il y a un framework qui est plus indiqué, qui se distingue entre PyTorch et TensorFlow? Je pense qu'aujourd'hui, sur les
les modules les plus classiques, j'en sais rien, des cellules LSTM, des trucs comme ça, en fait, on va trouver des implémentations des deux côtés. Donc, en tout cas, en termes de code, nous, on a pu faire des choses en TensorFlow, en PyTorch, sans trop de soucis. Après, je ne sais pas si niveau perf derrière, il y en a qui sont plus optimisés que d'autres, mais je pense que pour la majorité des structures type récurrent et tout, on va trouver ça des deux côtés, à mon avis. Pardon, oui. Ah oui. Oui. Oui, donc la question c'est, en PyTorch, on peut pondérer, par exemple dans l'os, on a vu, on peut pondérer en fonction des poids par classe. Mais si on a envie de le faire évoluer dynamiquement au cours d'entraînement, comment ça se passe? Effectivement, là, la manière dont c'est fait, en gros, on définit, on fixe au début les poids, et ensuite pour chaque itération, pour chaque application du loss, on va utiliser à chaque fois les mêmes poids. Si on avait envie de faire évoluer, je ne sais pas, selon les cas, rajouter des critères et tout, là, je pense qu'à mon avis, des deux côtés, il faudrait qu'on passe à la main et un calcul du loss. On peut définir, d'ailleurs, définir des loss custom en s'appuyant sur l'existant pour peut-être justement venir rajouter des choses qui vont permettre de faire ça. Oui, il faut arriver à trouver, rajouter une surcouche pour rendre ce poids dynamique. En fait, je ne sais pas si ce sera vraiment une surcouche plutôt que un déroulement manuel du calcul du loss, quoi. Je pense. Okay. Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Merci beaucoup.